Même ne disent pas la vérité. Alors, à l'évidence, surtout depuis l'apparition d'Internet, ce qui choquait hier ne choque plus aujourd'hui, n'est-ce pas, Marc? L'unilatéralisme n'est plus possible dans aucun domaine. Bush lui a tordu son cou. Et Bush Junior. Et la relation entre les dirigeants et les peuples doit être plus que jamais réciproque. Mais De Gaulle définissait déjà ainsi la confiance. Et il n'en reste pas moins que le pouvoir reste le pouvoir. Ses relations avec l'opinion n'ont pas changé. Il ne peut rien faire sans elle, et vous proposez des états généraux du monde procédant par vote électronique. Mais l'opinion ne peut rien sans la lucidité et la vigilance de ceux qui ont la mission d'orienter ces peurs vers le meilleur plutôt que vers le pire. Alors, je conviens avec vous que les cartes ne doivent pas être biaisées, mais les mettre sur la table est le meilleur moyen de s'interdire de gagner. Jacques Attali. Comme toujours, c'est très intéressant et très stimulant. C'est vrai que je crois aujourd'hui nécessaire de faire comprendre que le monde a à la fois devant lui d'immenses menaces, et depuis 3 semaines ou 3 mois, on les voit toutes, la crise financière. Et tout en même temps, là. Tout en même temps. Les guerres, la catastrophe nucléaire, et qui à chaque fois nous rappelle que tant qu'il n'y a pas d'ordre de droit, je ne dis pas de gouvernement, mais au moins d'ordre de droit international, soit imposé par un dictateur ou une puissance impériale, soit, ce que j'espère, plutôt démocratiquement décidé, on n'ira nulle part. On ira vers un chaos croissant. Et on va gâcher les immenses potentialités. Parce que tu as raison de dire que j'insiste sur les catastrophes, mais j'insiste aussi sur les immenses potentialités. Si nous sommes capables de mettre en œuvre un ordre de droit, nous avons devant nous un avenir extraordinaire, nous, c'est-à-dire les 7 milliards d'habitants de la planète. Parce que jamais dans l'histoire du monde, on a eu autant de moyens d'éliminer la pauvreté, la maladie, etc. Alors d'autant dites-vous qu'il y a des modèles qui existent, tout de même, dont on peut s'inspirer après tout, même s'ils ne sont pas, après, généralistes quant à la question d'un gouvernement mondial sur la question du droit. Mais vous dites qu'il y a une réussite, par exemple, totale, incontestable, c'est les réussites de la gouvernance mondiale en matière de droit maritime. Oui, voilà. D'abord, j'essaie dans ce livre non seulement de raconter l'histoire des tentatives, des pouvoirs, de qui a été le maître du monde. C'est une histoire des maîtres du monde. Et donc j'essaie de voir aussi qui va être le prochain maître du monde. Donc avant d'en arriver à l'hypothèse d'une gouvernance mondiale, je montre d'abord qu'il ne peut pas y avoir de nouveau maître du monde d'une nation. Aucune nation n'aura le pouvoir aujourd'hui, ni les États-Unis, ni la Chine, ni... c'est pas le G2 qui a le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une sorte de semi-pouvoir qui serait dû au G2, mais qui n'aura pas, on le voit bien, qui n'intervient pas militairement, il n'y a pas une armée commune sino-américaine, et qui n'aura pas de véritable pouvoir sur le planète, parce que les pouvoirs sont... les puissances sont trop importantes, diverses. Mais que si on ne fait rien, il y aura un pouvoir qui va s'installer. Les maîtres du monde, ça sera les multinationales légales, puis les multinationales criminelles qui prendront le pouvoir. Et c'est ça qui est véritablement nous. Soit nous avons un repli protectionniste qui n'aboutira qu'à la catastrophe, soit on aura un pouvoir du marché, et à mon avis surtout du marché criminel à terme, soit on aura une règle de droit planétaire. Et c'est pour ça qu'en effet, il y a des modèles. Et aujourd'hui, il y a en effet des modèles qui commencent à apparaître. Dans beaucoup de domaines, nous avons déjà un ordre de droit planétaire. Nous avons un ordre de droit planétaire dans le football, nous avons un ordre dans le sport. Je ne sais pas tous relever, mais oui, vous les notez, vous les signalez, bien sûr. Oui. Par exemple, dans le contrôle aérien, nous avons... Dans le domaine des télécoms, vous dites. Dans les télécoms, mais j'en donne en annexe la liste, il y en a plus de 150. Voilà. Mais rien sur le nucléaire civil. Ça nous renvoie vraiment... Alors sur le nucléaire civil, on a une agence, mais qui a un pouvoir de donner quelques règles, mais pas de les faire contrôler. Évidemment, si vous n'avez pas de pouvoir de contrôler les règles, c'est comme si vous n'aviez aucun pouvoir. Le marché sera mondial, la démocratie restera locale. Écrivez-vous, Jacques Attali, aucune souveraineté ne résistera à la déloyauté permanente du capital. Là, on voit bien le Jacques Attali qui est associé, par exemple, au blog de Paul Jorion. Paul est un ami, c'est moi qui ai le privilège de découvrir son travail alors qu'il était un inconnu, et il m'a beaucoup aidé à réfléchir et je l'ai fait connaître et je suis très fier de cela. C'est un esprit exceptionnel, mais moi j'ai écrit depuis bien longtemps, depuis 20 ans, qu'il y a une contradiction entre marché et démocratie. Le marché est mondial, la démocratie est locale. Soit nous aurons un marché qui va redevenir local, soit nous aurons une démocratie qui doit devenir globale. C'est à mon avis le cœur des problèmes d'aujourd'hui. J'ai écrit ça il y a plus de 20 ans et chaque instant ça se confirme. Il y a plus de 20 ans et donc aujourd'hui on constate également ce que vous dites, que tout cela va augmenter la défiance de toute autorité et des élites. Oui, on constate, je veux dire, on voit se reproduire ce qui s'est produit très souvent dans l'histoire humaine, c'est-à-dire que les élites sont discréditées, et souvent à juste titre, parce qu'elles ne sont pas capables de remplir leur devoir, qui est de créer les conditions d'une règle de droit démocratique, et donc tout naturellement, il y a une tendance très forte au repli. Et il y a une tendance au repli qui va se traduire
par des tentatives totalitaires. Je parle de tentatives totalitaires sur des idéologies qui sont des idéologies qui sont saines quand elles s'inscrivent dans une démocratie, mais qui sont malsaines quand elles deviennent totalitaires. Au fond, les premiers social-démocrates, c'était Lénine, Mussolini et Hitler, avant Roosevelt. Mais naturellement, ils l'ont été dans des conditions caricaturales, catastrophiques et totalitaires. Aujourd'hui, il y a d'autres idéologies qui, si on ne les applique pas dans un contexte démocratique à l'échelle planétaire, vont devenir totalitaires. Le débat, Julie Carini, puis Alain-Gérard Slama. Julie Carini. Ah non, pas le débat, justement. Parce qu'avant le débat, je pense qu'on a juste évoqué, Alain-Gérard Slama l'a évoqué à l'instant, et finalement, Jacques Attali n'a pas vraiment eu le temps de nous expliquer comment on construit ce gouvernement mondial, puisqu'on vient de dire à l'instant que les élites sont discréditées, que ça ne peut pas se faire par le haut, qu'une transformation, il faudrait imaginer une transformation du FMI, de l'OMC, ce serait très difficile avec la délégitimité de ces instances maintenant, notamment auprès des pays du Sud. Bien, j'ai essayé d'expliquer en détail d'abord comment nous allons arriver à une catastrophe par l'affaiblissement des pouvoirs et par le chaos mondial. J'essaie d'expliquer pourquoi le monde va ressembler, si on fait rien, à une sorte de Somalie planétaire. Avec la globalisation, c'est une somalisation en fait de la planète. Et j'essaie de montrer d'abord qu'il y a un gouvernement idéal possible, dont je trace les traits avec une structure de gouvernement mondial qui ressemble un peu à ce qu'on a fait comme utopie pour l'Europe et qui, à mon avis, aura lieu après bien des chaos. Mais évidemment, pour répondre à votre question précise, il faut passer à une étape intermédiaire, qui est une étape provisoire. Alors je pense que cette étape provisoire, elle doit à mon avis se mener de deux façons. D'une part, il faut absolument commencer tout de suite par des états généraux de la planète. C'est-à-dire il faut ce qu'on fait dans chaque État maintenant, ce qu'a fait Obama dans sa campagne en lançant un débat sur Internet pour faire surgir des idées est absolument nécessaire, ce qui va être fait dans diverses campagnes. Et moi-même, je vais ouvrir dans quelques jours un site qui s'appelle étatsgénérauxdumonde.org où tout le monde pourra commencer à amorcer ce débat. Mais je pense qu'indépendamment de ça, il appartient aux élites qui, après tout, sont supposées être légitimes lorsqu'elles sont démocratiques. Il ne faut pas critiquer. Les élus sont nécessaires. Et dans la mesure où ils sont légitimes, on peut aujourd'hui assez facilement, même pour l'avoir fait pendant 11 ans, comme Sherpa, je peux dire que c'est très facile, créer les conditions d'une instance mondiale à la fois démocratique et efficace. C'est la fusion du Conseil de sécurité, du G20 et du Comité monétaire du Fonds monétaire international. Il faut 15 lignes de communiqué et 2 jours de négociation pour arriver à ça. Évidemment, la chose complexe, c'est de faire entrer ces 3 boîtes dont les membres ne sont pas les mêmes dans une seule boîte, tous les membres sont les mêmes. Mais au fond, le comité... Et puis de choisir la personne qui dirigera le tout. Oh, ça c'est pas le plus compliqué. Ah bon ? Non, ça c'est pas le Est-ce qu'on intègre les pays non démocratiques ? Alors, bonne question. Je montre qu'il y faut en fait 2 niveaux d'instance. Il faut une instance mondiale qui intègre les pays non démocratiques, parce qu'on ne peut pas gouverner le monde sans la Chine ou d'autres qui ont d'autres conceptions du pouvoir, mais qu'il faut en même temps aussi un autre pouvoir qui est le pouvoir qui rassemble toutes les démocraties. Les Américains ont tenté ça une fois, mais c'était sous leur contrôle, donc ça a été discrédité par le fait qu'ils le dominaient. Mais je pense qu'il faut une instance, et elles existent ces instances. Il y en a déjà 2 ou 3. Il y a l'OSCE, qui est une instance qui tente de développer la démocratie. Il y a l'OCDE, qui, sur le terrain économique, rassemble les démocraties. Si vous les mettez ensemble, vous avez une instance de démocratie. Et l'OTAN, qui est discréditée par le fait que c'est une instance née de la guerre froide, mais qui devrait s'appeler autrement. Aujourd'hui, elle n'a plus de sens. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais qui est en fait l'armée des démocraties et qui gouvernait autrement. Donc si vous fusionnez l'OTAN, l'OSCE et l'OCDE, vous avez l'instance de contrôle au nom des démocraties. Alain-Gérard Slama. Essayez de me convaincre. Essayez de me convaincre que vous ne travaillez pas à une autre approche de ce qu'a été le rêve de la synarchie. Mais c'est pour ça que je parle. La synarchie, c'est-à-dire le Je vois bien, mais comment allez-vous ? Alors, bien sûr, la synarchie, et j'en fais l'histoire, parce qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de gouvernement plus large, il y a l'accusation d'une petite élite qui fait les choses. Bon, d'abord, je pense que les élites, lorsqu'elles sont démocratiques et transparentes, sont nécessaires. S'il n'y avait pas eu Jean Monnet, il n'y aurait pas eu d'Union européenne, est-ce que s'il a fait une synarchie ? S'il n'y avait pas eu le couple François Mitterrand-Helmut Kohl, on n'aurait pas eu la construction européenne. S'il n'y avait pas eu Gorbatchev, on aurait peut-être encore l'Union soviétique. Donc l'idée qu'il y ait des élites qui jouent un rôle, c'est bien, à condition que ça soit transparent. Et pour combattre cette fantasme de conspirationnisme d'un petit groupe, j'en appelle à des états généraux de la planète. C'est là où on crée une possibilité de... Mais vous ne pouvez pas faire cette fusion que j'appelle de mes voeux des institutions internationales s'il n'y a pas 3 personnes qui le veulent.
Il faut que le président des États-Unis, l'Union européenne, et c'est en cela que la seule façon d'éviter que ces institutions soient une sorte de replâtrage du pouvoir américain, il faut que l'Europe soit puissante. Il faut absolument que... Alors l'Europe a tous les moyens d'être puissante. Elle est plus puissante à tout point de vue que les États-Unis aujourd'hui. À tout point de vue, économique, culturel, politique, à tout point de vue. Mais elle ne s'est pas donnée d'une tête et d'une armée. Et l'Europe doit absolument équilibrer dans les instances nouvelles le pouvoir américain. Pour me faire l'avocat du bon Dieu plutôt que du diable, hélas, le retour des religions, le retour des nationalismes, auxquels d'ailleurs l'Europe n'échappe pas. Plus les théories du complot qui surgissent ça et là. Etc. Est-ce que ce ne sont pas des tendances lourdes? Il faut des bras fichtrement musclés pour remonter ce courant. Exactement. C'est pour ça que le parallèle avec ce qui s'est passé en 1780, vous avez des gens qui pensent déjà à un gouvernement de l'Europe, l'abbé de Saint-Pierre, Kant, et puis ensuite d'autres. Il faut attendre 1815 et une période de barbarie libératrice pour certaines de ces dimensions, pour faire le concert des nations. 1910, 1905, il y a des gens qui commencent à penser à un gouvernement de l'Europe pour éviter la guerre qui s'annonce. Léon Bourgeois, personnage immense. Woodrow Wilson, personnage considérable, parle déjà d'une société des nations. Bon, on fait la guerre de 14. Et après, pareil pour... oui, donc ça ne marche pas quand même. Non, mais c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui devant une nouvelle fois où il est très important de se rendre compte que nous devons avoir une utopie et la réaliser avant qu'une catastrophe conduise à se dire on aurait dû le faire avant et on va le faire après. Parce que la Société des Nations, le concert des nations l'a préparé pendant les guerres napoléoniennes, la Société des Nations l'a préparé pendant la guerre de 14 et les Nations Unies l'a préparé pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, je voudrais pas que les projets que je fais là, on en redébatte en secret pendant une catastrophe. Il vaut mieux en débattre maintenant pour le mettre en place. Vous nous devez une biographie, du coup, je suis en train de penser à ça, de quelqu'un qui a une forte actualité entre la loi de 1905 et ce que vous dites, c'est Aristide Briand. Aristide Briand est un personnage immense et qui a joué un rôle très important et qui est un immense utopiste dont malheureusement on n'a pas assez entendu la voix. Vous avez raison, je retiens votre suggestion éditoriale. Caroline Eliassef. Oui, je me demandais en vous écoutant si vous vous posiez la question de savoir comment se forgent les convictions. Je me suis posé cette question en écrivant ce livre à propos des maîtres du monde, puisque j'essaie de tracer la vie de Gengis Khan, de César, de Charlemagne, d'Attila, enfin je ne les dis pas dans l'ordre, de Tamerlan, etc. Alors, non mais je me suis intéressé à savoir comment ces gens-là se sont posé la question de devenir des maîtres du monde. Alors, comment se forment des convictions pour ce qui est la mienne, puisqu'elles sont les miennes? Elles se forment à deux sources. La tradition et la raison. La tradition, c'est ce dont j'ai hérité dans mon éducation religieuse. Et donc l'obsession de la justice sociale, qui est au cœur de mon éducation familiale et religieuse. L'obsession de ce qu'on appelle en hébreu, puisque telle est ma source, tikkun olam, c'est-à-dire réparer le monde. Et puis la deuxième dimension, c'est la raison. La raison qui m'amène évidemment à penser que nous avons devant nous un potentiel immense, que la science nous ouvre des portes de société extraordinaires, que l'humanité est altruiste par nature, mais qu'il faut mettre en place des règles de droit pour y parvenir. Et puis j'ai eu le privilège, et j'ai le privilège encore aujourd'hui avec Planète Finance, d'agir dans l'action auprès des grands et des petits, et de voir que si on n'a pas de rêve, on ne change rien, et si on ne prend pas ses rêves pour des réalités, on ne les réalise jamais. Julie Carini. Alors je vais revenir un peu sur le livre. On sait que toute démocratie a une tendance à l'oligarchie, un peu naturelle, contre laquelle elle doit tout le temps lutter. Comment on voit les critiques qui déjà sont faites à l'Europe, qui semblent loin des citoyens. Comment imaginer qu'à un tel niveau, européen invisible, qu'un gouvernement mondial puisse satisfaire le besoin démocratique des citoyens? C'est quand même la question toujours de à quel niveau une démocratie peut-elle exister. Il faut pas sauter à la conclusion du raisonnement sans avoir vu toutes les étapes intermédiaires. Je crois qu'il est très important de comprendre d'abord que nous courons à la catastrophe d'un règne de la sauvagerie si nous n'avons pas une règle de droit planétaire. Une règle de droit planétaire. Et ça, tout le monde sera d'accord avec ça. Il faut une règle de droit planétaire. Mais à partir du moment où vous avez dit il faut une règle de droit planétaire, se pose la question de savoir qui fait le droit.
Et soit vous acceptez que ce soit une synarchie, un petit groupe qui fait le droit, qui l'impose, ou une nation qui l'impose, ou un dictateur qui l'impose, soit vous dites, évidemment, il faut une démocratie. Tout le monde est d'accord pour une règle de droit planétaire, tout le monde est contre un gouvernement mondial. C'est là où est la contradiction logique. Tout le monde veut une règle de droit planétaire, personne ne veut d'un gouvernement mondial. Donc restons d'abord sur la nécessité d'un ordre de droit, d'une règle de droit planétaire, où tout le monde soit protégé pour les droits de l'homme, tout le monde soit soumis aux mêmes devoirs, etc. Et à partir du moment où on a dit ça, ce qui est une évidence reconnue, la Charte des Nations Unies, le préambule, etc., on dit, mais comment on fait? Et bien là, on s'aperçoit qu'il faut une justice, une police, des prisons, des impôts, donc forcément un Parlement qui vote des impôts, donc forcément un gouvernement. Et évidemment, il faut partir de cette nécessité de l'ordre de droit, et à ce moment-là, ça s'impose. Et évidemment, vous avez 1000 fois raison, toute démocratie est menacée par une oligarchie, toute démocratie est dominée par des élites. Les élites sont nécessairement soit financières, soit intellectuelles, soit politiques. Et évidemment, il faut en tout prix créer des conditions à l'échelle de la planète, comme à l'échelle du village, où les maires s'installent parfois pendant des générations et des générations. C'était le cas au XIXe siècle, et c'était encore le cas dans certains coins de France et à travers le monde, où progressivement la démocratie installe une mobilité sociale, une justice sociale. Et pour ça, il faut qu'elle s'en donne les moyens. C'est un long processus. Avant de créer une démocratie française qui soit presque véritable, et qui ne l'est pas encore, puisque la mobilité sociale y est catastrophique, et même de pire en pire. À l'échelle de l'Europe, ce n'est pas encore le cas, puisqu'on n'a pas encore de président élu de l'Europe. Donc évidemment, à l'échelle du monde, il faut un état de droit, et que cet état de droit, progressivement, ça mettra le temps nécessaire, se dote des moyens démocratiques. Mais l'état de droit est nécessaire, et nous aurons un état de droit. Le pire qu'on puisse avoir, c'est un état de droit totalitaire. Julie? Juste puisque vous énonciez à l'instant le sort de l'Europe, son avenir, qu'est-ce que vous pensez de sa transformation, de ces bouleversements à l'occasion de la crise de l'euro? Parce qu'à la fois, on va du côté des peuples dans le mauvais sens, avec un repli nationaliste, comme le disait tout à l'heure Alain Gérard Slama, et en même temps, finalement, au niveau européen, l'intégration économique semble en bonne voie. Et l'intégration politique aussi. Moi, j'ai vécu plusieurs crises de ce genre. Et là encore, comme le disait Alain Gérard, la crise est salutaire. Moi, j'ai vécu une crise en 83 où on a failli tous s'effondrer. J'ai vécu une crise en 84 où l'Europe, c'était plus rien. Je me souviens d'un sommet européen épouvantable, et puis l'année suivante, on a fait le marché unique. Je me souviens de crises de change immenses dans 92-93, et l'année suivante, on a fait l'euro. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons une crise du même genre, où évidemment, il faut passer. On a compris que l'euro exige un ministre des Finances européen, et un ministre des Finances, c'est évidemment un pouvoir politique. Donc, où nous allons retomber, ce qui est possible encore, nous défaire et défaire l'Union européenne, où nous allons passer au pouvoir politique. Et le pouvoir politique, ça veut dire qu'il faut que le Parlement européen prenne le pouvoir. Moi, je ne comprends pas que le Parlement européen, aujourd'hui, ne décide pas qu'il est une constituante en tant que tel. Et s'il y avait un acte révolutionnaire à faire aujourd'hui en Europe, c'est que ces gens qui sont réunis à Bruxelles, ou à Strasbourg plutôt, devraient, demain matin, dire « terminé, nous sommes une constituante ». Ouais. Et d'ailleurs, il faudrait s'inspirer peut-être de l'actualité du coup des pays arabes avec la Tunisie qui est en train justement de réfléchir à cette question-là. C'est un processus passionnant que nous essayons de suivre, bien sûr, au matin. Et puis, il faut aussi peut-être créer alors... Qu'est-ce que c'est donc que ça, une chambre de patience? Ça, c'est aussi nécessaire. Ça, c'est votre côté écrivain du romancier du XIXe siècle. Hein, dans un livre de Lewis. Hein. Oui, mais c'est aussi ce que je vis quotidiennement. Et c'est nécessaire au niveau national aussi, je crois, une chambre de patience. C'est-à-dire le fait d'avoir des gens... Quel est le défaut de la démocratie? C'est qu'on donne le pouvoir aux gens qui sont là, qui vivent maintenant et qui ont le pouvoir de voter. Mais on ne donne aucun pouvoir ni aux générations passées pour défendre ce qu'ils ont construit, ni aux générations futures qui n'ont pas le droit de vote. Et une chambre de patience, pour moi, ça rassemble des gens dont la seule obsession doit être de parler au nom de ceux qui n'ont pas le droit de vote. D'abord, ceux qui ne votent pas, ceux qui sont encore à la crèche, et qui voteront encore en 2080, parce qu'il faut bien voir l'espérance de vie d'aujourd'hui, 2080, qui aujourd'hui, en faisant les lois, pense à ceux qui seront là en 2080, et donc ne fait pas de dettes, parce que les dettes sont payées par les générations suivantes, s'occupe de l'environnement, parce que ça concerne évidemment les générations suivantes, s'occupe du patrimoine, parce que ça concerne les générations passées, et cette chambre de patience, qui à mon avis est nécessaire pour protéger l'environnement à l'échelle de la planète, devrait être aussi nécessaire à l'échelle de chaque nation. Quel mode de nomination ? Très difficile, extrêmement difficile. C'est pour ça que je l'explique. Naturellement, elle est consultative et naturellement, elle est très difficile. Jacques Attali, nous arrivons presque au terme de cette émission. Évidemment, l'actualité également nous donne envie de vous la faire commenter, peut-être celle la plus simple au fond qui soit. Vous y faisiez un peu référence à ces années où vous étiez conseiller Sherpa, tout proche de François Mitterrand. On célèbre bientôt le 30e anniversaire de l'élection de François Mitterrand.
Vous en retenez quoi aujourd'hui dans le bilan, s'il fallait le faire? Et seriez-vous d'accord pour faire comme Jean-Pierre Chevènement, dans son livre, salué notamment par le Parlement samedi dernier, dire que le bilan est en demi-teinte et que le tournant libéral, dont on accuse aujourd'hui la droite de faire ses choux gras, il a été pris par la gauche en 83? Non. Absurde. Et il le dit, il écrit noir sur blanc. Oui, il écrit noir sur blanc, mais c'est faux. Un tournant, ça veut dire, c'eût été, prosaïquement, un tournant, c'eût été renoncer aux réformes. En 83, ni après, François Mitterrand n'a renoncé aucune réforme, ni à la peine de mort, ni aux nationalisations, ni aux lois sociales, à rien. La seule chose que nous avons fait en 83, c'est de mettre le frein sur l'augmentation des salaires. Mais aucune réforme de structure. Donc il n'y a eu ni un virage à droite par des réformes qui auraient été abolies, ni un virage à gauche par l'abandon de l'euro. Il y a eu un coup de frein, mais dans la même direction. Et si on continue la métaphore de l'automobile, on a freiné en direction devant. On n'a ni tourné à droite, ni tourné à gauche. Cette idée du tournant est absurde. Donc, absurde. Accuser la gauche d'avoir, il y a 30 ans, ou presque préparé le tournant libéral accentué par la droite d'aujourd'hui, vous paraît... d'aucune façon. Aucune des réformes. François Mitterrand a fait des réformes immenses. Ceux qui n'étaient pas nés ou qui n'étaient pas conscients politiquement en 80 ne peuvent pas se souvenir d'un pays où il y avait la peine de mort, où je n'aurais pas pu être invité dans cette station sans l'accord du ministre et du Premier ministre. Jamais j'aurais été invité à France Culture sans l'accord d'un ministre ou d'un Premier ministre, ou à France Inter en 1980 ou 1980. Il faut se rappeler de ça, où le pays était centralisé, où il y avait 3 radios, où il y avait une loi qui condamnait les homosexuels à la prison, qui était encore valable, où personne ne pouvait s'exprimer, où c'était une centralisation extrême des élites et du pouvoir. Nous avons changé ça de façon absolument radicale. Nous avons changé les lois du travail, nous avons changé les lois sur la retraite, nous avons fait des changements immenses et très positifs, et qui n'ont, pour la plupart, sauf les nationalisations, pas été remises en cause. Et les nationalisations ont sauvé les entreprises françaises. Si nous ne les avions pas nationalisées, toutes ces entreprises seraient passées à l'étranger. La meilleure preuve, c'est que quand elles ont été privatisées, elles sont pratiquement toutes, elles sont en train progressivement de passer à l'étranger. Pour autant, on dit que... Je suis très fier de ce bilan. Pour autant, on dit que le principal handicap de la gauche pour 2012, c'est que malgré tout, la gauche, et 30 ans après que Mitterrand est arrivé au pouvoir, la gauche s'est coupée du peuple. Non, d'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, puisque la gauche dirige la quasi-totalité, enfin une très large partie des scores du Front National au cantonal. Non, la gauche dirige une très large partie des communes et des régions et des départements, donc elle peut pas être, c'est pas à couper du peuple, elle est très présente. Il est vrai aujourd'hui qu'il y a un mouvement extraordinairement dangereux dans lequel je crois d'ailleurs que la droite, mais c'est un autre sujet, que la droite est idéologiquement majoritaire dans ce pays, et que ceci est un vrai danger pour l'avenir. Jacques Attali, je vous conseille de lire le Télérama d'aujourd'hui. Georges Prêtre, il donne un entretien où il dit « L'orchestre est un pur sang, face à lui, il faut avoir l'audace du jockey ». Moi, je me dis que votre livre, si on ne partage pas forcément votre optimisme, c'est en fait un livre vraiment de chef d'orchestre. Et je suis chef d'orchestre amateur avec passion. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais de celui qui, au fond, se dit qu'une fois élu à cette place-là, il va gouverner tout son monde dans la plus grande des harmonies. Le chef d'orchestre doit être une extrême humilité, doit respecter ses musiciens et au moins être aussi bon qu'eux pour chaque instrument. Voilà, alors Georges Prêtre dirigera la salle Pleyel le 19 avril prochain, un beau programme avec du Ravel entre autres et du Poulenc comme les biches.